tous. Si vous êtes amateur d'histoire, vous avez déjà souvent entendu parler du Haut et du Bas Moyen Âge. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cette question et essayer de comprendre comment ces termes sont arrivés et surtout pourquoi. Les périodes les plus étudiées, les plus commentées au XIXe siècle, c'est évidemment l'Antiquité. C'est une période où on est encore dans le classicisme, énormément sur les arts, l'architecture et sur énormément de choses, même sur la pensée, même si la pensée va évoluer au XIXe siècle, bien sûr. L'Antiquité, avec la redécouverte tout début du XIXe siècle de l'Égypte antique, l'Antiquité est la période la plus étudiée et la plus, comment dire, la plus fun, la plus cool, la plus à la mode. C'est la période qu'il faut être là-dedans. Donc ça pour dire que les historiens les plus en vue sont des historiens de l'Antiquité. C'est très visible notamment par un phénomène qu'on voit en France beaucoup, c'est ce qu'on appelle le prix de Rome. Le prix de Rome, c'est des récompenses qu'on va donner par les académies officielles aux plus grands artistes. On va leur offrir un an à Rome pour étudier l'Antiquité. Et ça c'est très 19e, c'est pas du tout Renaissance. Bref. Au 19e siècle, au moment où l'histoire moderne et son enseignement, son étude se construisent, l'Antiquité est la période à la mode, la période prestigieuse. Et les historiens antiques, très vite, vont découper, parce que l'Antiquité c'est extrêmement vaste, mais l'Antiquité qu'ils étudient vraiment, c'est ce qu'on appelle l'Antiquité classique. Donc en gros, pour faire très simple, en deux mots, c'est les Grecs et les Romains. Point. Au-delà, point de salut. Donc c'est une période qui va à peu près de moins 400, moins 500 avant Jésus-Christ, jusqu'à la fin de l'Empire romain, donc 453. Non, pardon, 476 je crois. Mort du dernier empereur romain, Romulus Augustus, qui est un môme. Je crois que c'est 476 si mes souvenirs sont bons. Et donc cette antiquité classique, évidemment l'antiquité de manière générale commence bien plus tôt, avec l'Égypte ancienne, avec les civilisations mésopotamiennes et compagnie, mais cette antiquité classique va être assez vite découpée en deux périodes. La période glorieuse et la période décadente. La période glorieuse va de la grande période classique grecque, c'est-à-dire juste avant les guerres médiques, en gros. Donc l'invasion de la Grèce par la Perse et compagnie, l'épisode des Thermopyles, les guerres du Péloponnèse, ensuite la conquête de la Grèce par la Macédoine, la conquête de l'Empire perse par Alexandre, toute cette période grecque puis hellénistique, classique, magnifique. Et ensuite, c'est toute la période, grosso merdo, je pense toujours à la version, la vision, plutôt, de 19e siècle, des historiens de l'époque. Ensuite, il va y avoir vraiment la période étudiée, ça va être la période romaine, donc la République romaine et le début de l'Empire romain, jusqu'à l'apogée de l'Empire romain, c'est-à-dire Adrien, Trajan. Plutôt Trajan, Adrien, dans l'ordre. Donc jusqu'en l'an 120, 130 après Jésus-Christ. Et voilà, donc ça va être la période de l'Antiquité classique, la période glorieuse, très très étudiée à l'époque et mise sur un piédestal à tout point de vue, au niveau de l'art, de l'architecture, même au niveau sociétal, culturel, enfin vraiment à tout point de vue. Et ensuite, il va y avoir la période entre guillemets décadente. Donc c'est entre guillemets, enfin même carrément, tout simplement, même pas de guillemets, toute la décadence de l'Empire romain. Et ces historiens-là, donc de l'époque, vont découper de manière assez basique, très très basique en fait, et très simple, cette grande période classique qui est leur période de prédilection, la période qu'ils étudient, la période où on a des sources archéologiques et scripturales importantes, vont découper toute cette période en deux, tout simplement. La haute antiquité et la basse antiquité. La haute antiquité sera la période glorieuse, c'est-à-dire la période classique grecque, le sommet de l'art grec, le sommet de la culture grecque, le sommet des guerres grecques, et le sommet de la République, puis de l'Empire romain. Et la période de la basse antiquité sera juste après Adrien, en fait, au moment du début, entre guillemets, de la décadence de l'Empire romain, en tout cas tel que c'est perçu à l'époque. Et cette période sera appelée de manière assez
dédaigneuse, assez hautaine, basse antiquité. On a la haute antiquité glorieuse avec Alexandre le Grand, avec Jules César, avec Pompée, avec Trajan, avec Adrien, avec les Auguste, les grands chefs, Périclès. Et puis la basse antiquité, les empereurs romains qui se foutent sur la figure, là, qui font n'importe quoi, qui font des orgies et qui au final perdent. Et s'ils perdent devant des barbares, c'est bien qu'ils étaient mauvais. Voilà, conclusion de l'époque. Donc tout ça pour parler des grands historiens antiques du 19e siècle. Et au 19e siècle, à partir du romantisme, donc début 19e siècle, on a un intérêt de plus en plus poussé sur la période médiévale, le médiéval européen. Donc c'est une étude qui se développe vraiment et qui devient, qui est quand même assez reconnue. C'est moins chic que étudier l'Antiquité, mais c'est quand même pas mal. Le principal impact en France de cela sera le début du classement des monuments historiques, grâce notamment à de grands artistes, le plus connu c'est Prosper Mérimée, qui vont commencer le classement des monuments historiques et qui va permettre de commencer à protéger les grands monuments français. Et ces historiens du Moyen-Âge, ces historiens médiévistes, évidemment ils sont moins bien vus, moins bien cotés que les historiens antiques du 19e siècle. Et ils vont s'en inspirer. Ils sont un peu jaloux, ils vont un peu s'en inspirer, ils sont obligés de se raccrocher un peu à ça pour être entendus, pour être invités dans les salons, pour tout ça. Et donc ils vont tout simplement copier cette appellation. Haute Antiquité, Basse Antiquité, Haut Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge. Et dans cette copie de cette appellation, ils vont prendre en plus le même ordre. Je rappelle qu'au Moyen-Âge, officiellement, dans les dates admises, vont donc de la fin de l'Empire romain, 476, si mes souvenirs sont bons, jusqu'à la chute de Constantinople, pour la date officielle, c'est chute de Constantinople ou bataille d'Azincourt, donc c'est 1453. Donc c'est une période très vaste, de presque 1000 ans, avec énormément de choses sur ce continent européen. Et donc ces médiévistes vont couper ce Moyen-Âge en deux aussi. Et c'est très paradoxal, parce qu'ils vont le couper le Moyen-Âge au milieu, en fait, entre Haut Moyen-Âge et Bas Moyen-Âge, c'est-à-dire au XIIe siècle. Voilà, grosso modo, il n'y a pas vraiment de dates qui font consensus. Il y en a qui sortent, même XIe siècle, l'invasion de la Grande-Bretagne par Guillaume le Conquérant en 1066. Il y en a qui vont dire que c'est l'appel à la première croisade, où c'est 1096, si mes souvenirs sont bons. Voilà, il y a quelques dates comme ça. Il n'y a pas de consensus exact sur la différence. Mais bien, le Haut Moyen-Âge, première partie du Moyen-Âge, et le Bas Moyen-Âge, deuxième partie du Moyen-Âge. Avec toujours en copiant un peu cette notion de haut et de bas en termes de valeur. Et c'est là qu'on voit l'absurdité, le paradoxe extrême de ce principe, c'est que quand on analyse, ce qu'on sait, même à l'époque, ils le savaient en plus, ce qui s'est passé au Haut Moyen-Âge et au Bas Moyen-Âge, le Haut Moyen-Âge c'est quoi? C'est les invasions barbares, c'est la naissance des premiers royaumes chrétiens en Europe occidentale, c'est Charlemagne, certes, avec la dite renaissance carolingienne, mais c'est aussi les invasions vikings, les pillages des Sarrasins, les invasions des Hongrois derrière. C'est le cœur de la féodalité, le stéréotype de la féodalité, avec les petits seigneurs qui font la loi et qui se battent entre eux. C'est tout ça. Alors que le bas Moyen-Âge, qui commencerait, on va dire, fin 11e, début 12e siècle, eh ben, ça va être les cathédrales, ça va être la naissance des grands royaumes européens, ça va être Saint-Louis, ça va être Richard Cœur de Lion, ça va être les croisades, ça va être l'université, ça va être un renouveau monastique exceptionnel, ça va être les grands pèlerinages à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Rome, en Terre Sainte, ça va être une redécouverte des textes antiques, une rediffusion des textes antiques par les monastères, l'université et la noblesse, la noblesse des cours, des grands royaumes qui se créent à ce moment-là. Et pourtant, c'est le bas Moyen-Âge. Voilà. Donc, tout ça pour dire que on a une appellation qui s'est créée pour des raisons de mode dans un contexte d'une époque très particulière et qui vont catégoriser une époque, toute une période de manière complètement arbitraire et avec des critères très simples, basiques, quoi. J'ai envie de dire, ça ressemble quasiment à Hollande qui redécoupe les régions
en improvisant, quoi. Et quand on analyse un peu vraiment ce que se fait dire les périodes, on voit que c'est complètement surfait et complètement ridicule. Ces appellations n'ont pas, pour moi, lieu d'être. Même si elles sont toujours utilisées, elles sont ridicules. Et c'est un exemple révélateur, je trouve, et important, qui montre ce que c'est que l'enseignement de l'histoire, ce que c'est que l'étude de l'histoire, et ce que c'est aussi que l'enseignement de l'histoire. Et que tout ceci est à prendre avec des pincettes, il faut faire attention à ce qu'on lit, et à ce qu'on entend, et à ce qu'on apprend. Voilà, je m'arrête là, je pourrais continuer pendant 1h30 pour ceux qui me connaissent. Mais je vais m'arrêter là, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire, et je vous remercie.